général à la recherche, révérend père, secrétaire général académique, professeurs, chers étudiantes et étudiants, distingués invités, en vos rangs et titres respectifs, bonjour. Nous allons devoir commencer la deuxième partie de notre journée, qui est consacrée essentiellement à la conférence débat, comme nous l'avons annoncé au terme de la célébration eucharistique. Alors, je vais vous inviter à vous lever pour chanter l'hymne national. Ensuite, ça sera l'hymne de l'Usakim. Prière, vous levez. Merci. Suivez pas l'Augustin.
Nous voici au second moment de notre journée de la paix patronale. Nous allons commencer en donnant la parole au secrétaire général académique pour un mot introductif à la conférence d'aujourd'hui. Révérend Père, vous avez la parole. Merci beaucoup, messieurs les modérateurs. Nous sommes réunis dans cette salle pour la deuxième partie de nos activités. Nous venons à peine de terminer la messe. À présent, nous allons assister à la conférence de la sœur. L'un de nous, elle est professeure ici chez nous. C'est avec plaisir et honneur que nous la présenterons bientôt à travers le modérateur. Pourquoi cette séance? C'est parce que notre saint patron, Saint-Augustin, c'était grand. À part la philosophie que j'ai faite à la Grégorienne, j'ai fait aussi un master à l'Institut patristique de Rome chez le Père Bossa. Et dans la bibliothèque, il y a beaucoup de volumes écrits par Saint-Augustin. C'était un monsieur très intelligent, donc nous ne pouvons pas célébrer sa conversion sans nous élever. Voilà pourquoi, pour nous élever, on a demandé à la sœur Véro de nous présenter les condensés de sa thèse. Elle a défendu, elle a soutenu sa thèse à l'université Comillas à Madrid. Elle nous a donné les condensés il y a quelques mois. À présent, il va le faire pour le bénéfice de toute l'université. Donc, c'est avec grand plaisir et honneur que nous sommes là pour vous écouter. Mais avant que nous ne puissions vous écouter, j'ai quelques communautés d'ordre académique. Demain, le 29 avril, débutent les examens de la deuxième session. J'ai les après-midi. Après mon mot ici, je vais donner la liste des gens qui doivent faire la deuxième session. Parce que, écoutez, on a travaillé sur les réclamations. Donc, il y a certaines réclamations qui ont trouvé gain de cause. À cela, il est dispensé de faire la deuxième session. À d'autres, ils doivent impérativement faire la deuxième session, autrement, ils auront des litiges académiques. Donc, on a résolu les litiges de certains, parce qu'on a les fiches de cotation chez nous. Alors, si on n'a pas résolu vos cas, vous devez impérativement revenir à la deuxième session. On va aussi afficher les examens, le cours. Donc maintenant, après ces mots, on va afficher les noms des gens qui doivent revenir et peut-être lundi, on va afficher l'horaire de la deuxième session. Voilà, donc je voulais simplement dire un mot sur la deuxième session parce que c'est imminent. Voilà pourquoi je demande à ceux qui doivent revenir de le faire avec sérieux. Parce que j'ai appris qu'il y a certains jeunes qui risquent d'être renvoyés par les communautés religieuses à cause des résultats académiques. Je vous demande de prendre ça au sérieux parce que celle qui va nous parler, elle a étudié ici. Elle était étudiante ici. Hein? Pas parmi les moindres. Parce que si elle était médiocre, elle ne pouvait pas aller jusqu'à défendre une thèse à l'université.
l'université Comias. Voilà pourquoi alors, il faut suivre son exemple. C'est une femme. Non, c'est une femme. Alors, il y a aussi des femmes ici qui sont priantes. Je vous demande d'envoyer le pas. Parce qu'il fait notre honneur, il fait aussi votre honneur. Je passe maintenant la parole au modérateur. Merci beaucoup, révérend Père, secrétaire général académique, pour votre mot, aussi pour votre avertissement à l'endroit de quelques étudiants qui ont des cas litigieux avec la direction. À présent, nous allons passer à la conférence débat, mais avant tout, j'aimerais très laconiquement présenter la sœur Véron. Je pense qu'elle est plus à présenter, mais étant donné que le débat est hétérogène, je vais faire une très brève présentation de la sœur Véronique. La sœur Véronique Lulendo Kafuti, excusez-moi, la sœur Véronique Lundolo Kafuti, elle est religieuse de la congrégation des Sacrés-Cœurs et Jésus de Marie, communément appelée IPUS. Elle a soutenu sa thèse de doctorat en philosophie en juillet de l'année passée à l'Université Pontificia et Comillas de Madrid en Espagne. Voilà, de manière laconique, ce que nous pouvons retenir de la sœur Véron. À présent, révérende sœur, je vous accorde la parole. Vous avez tout justement 20 minutes pour nous présenter les condensés de l'essentiel de votre thèse de doctorat. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Président du conseil d'administration de l'ISAKIN, ici représenté. Révérend Père, président de la COSUMA provinciale, aussi ici représenté. Révérend Père, révérende sœur, révérend frère supérieur majeur, membre des consortiums, révérend Père Elder, absent, révérend Père, révérende sœur, membre du staff, révérend Père, révérende sœur, révérend frère supérieur des communautés, chers estimés collègues professeurs, chers étudiants et étudiantes, distingués invités à vos titres et rangs respectifs, mesdames et messieurs, auguste assemblée, bonjour et bonne fête. En prise des objectivations du corps féminin dans les traditions africaines, qui l'approche philosophico-phénoménologique de la déconstruction et de l'adaptation du genre en Afrique. Tel est le sujet de notre dissertation doctorale défendue le 19 juillet 2023 à 12 h, comme il est 12 h maintenant. Donc c'était à la même heure que j'ai dû passer cet exercice. Thèse défendue à l'Université Pontificale Comillas de Madrid en Espagne. C'est donc un grand honneur pour moi de vous présenter de manière laconique la problématique essentielle autour de laquelle ont gravité nos recherches. C'est en même temps pour moi un honneur de revenir dans ma maison. Les secrétaires généraux académiques venaient de le dire, les premiers et le deuxième cycle, je l'ai fait ici. J'ai été étudiante ici, comme vous aujourd'hui, mais j'ai poussé mes recherches plus loin. Donc c'est pour moi l'honneur de revenir à la maison, rendre compte, présenter ce qui a été nos recherches près de 4 ans ailleurs. C'est en même temps
pour moi la joie de vous honorer, mais aussi de vous dire merci. Merci à vous, mes chers collègues professeurs, hier mes professeurs à moi. C'est aussi merci à vous, chers étudiants, parce que quand je suis passée ici, lors de mes enseignements, ça a été le temps de rencontres, de discussions, de débats qui ont enrichi mes recherches. Personne n'est plus petit que soi. Mais aussi, comme disait Asgalite, j'ai 20 minutes, il ne serait pas possible pour moi de vous parler de manière plus large. Un travail de plus de 300 pages en 20 minutes. Mais néanmoins, je ferai l'essentiel tout en résumant ce que j'ai fait. En effet, la tradition définit les corps féminins comme c'est par quoi nous occupons l'espace et les temps. Par lui advient toute existence. Il est le principe de la mobilité et de l'identification de l'être phénoménal. Il présente l'être dans le monde et lui fournit des outils nécessaires pour son accomplissement existentiel. Il les met en rapport avec l'environnement extérieur. Et une telle conception est l'objet même de la philosophie du corps. Dans leur approche du réel, il nous semble que les philosophes ont souvent préféré méditer sur l'âme et ses passions. Ils ont fait des enquêtes sur l'entendement humain ou encore critiqué la raison pure, plutôt que de se pencher sur la réalité du corps et surtout les habits sociaux qui en découlent. Pourtant, même si pour les philosophes, de manière générale, le corps a souvent été considéré comme un fardeau entravant la connaissance et la vertu, son approche philosophico-phénoménologique du fait des réalités sociétales liées notamment à la discrimination ou à la domination sexuelle est pour nous un impératif épistémologique et un effort d'herméneutique sociale. Les corps dont il sera question dans cette dissertation doctorale, c'est les corps féminins, pris dans sa dimension sexuelle. Il est impossible de séparer les corps des sexes et vice-versa. Les sexes est l'une des parties énigmatiques du corps. Son usage, sa perception, ses mystères suscitent de nombreuses questions qui peuvent être reprises sous l'angle de l'interrogation philosophique. Nous savons bien que les philosophes ont beaucoup réfléchi, ont beaucoup écrit sur l'âme, sur les corps de manière globale. Mais du côté sexe, on trouve quelques fragments comme ça. Mais des littératures vraiment condensées comme nous l'avons sur l'âme, sur la raison, sur et nous, on n'en trouve pas vraiment. Fort malheureusement, comme les remarque pertinemment Francis Métivier, les sexes est le plus grand défi de la philosophie, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et pourtant, c'est par les sexes que la procréation est possible. En ce sens, il est l'organe de la pérennisation de l'existence. Aussi, il y a des philosophes qui ont écrit beaucoup sur l'existence, mais la voie par laquelle l'existence vient au monde a été étudiée presque rarement, d'où son côté mystérieux inédit. Qu'en est-il du monde africain? En effet, l'univers africain renferme des pratiques mystérieuses qui ne cessent de susciter étonnement et qui dépassent l'entendement de la modernité, allant à contre-courant de toute évolution. Parmi ces innombrables pratiques traditionnelles, celle de l'objectivation du corps de la femme bat les records dans l'indignation, aussi bien chez les étrangers que chez les Africains eux-mêmes. Il est ahurissant et même scandaleux qu'au XXIe siècle, de constater la dépossession des femmes de leur propre corps. S'ils en sont les possesseurs, leur usage par contre échappe à tout contrôle subjectif au profit de quelques élites
nier. La même chose, j'ai vu quand nous voyons surtout nos traditions, nos sociétés, on trouve que souvent il y a des discriminations liées à l'égard de la femme et même à l'égard du corps de la femme. Mais si les femmes possèdent leur corps, des fois leur visage les échappe souvent. Nous allons les discuter avec vous tout à l'heure. Des pratiques telles que l'excision, la purification des sacrifices vaginaux, les repassages des seins, etc., semblent encore indéboulonnables à plusieurs traditions africaines subsahariennes. Aussi là, il y a des pratiques drôles de fois au nom de la tradition, nous les soutenons, mais qui semblent incontrôlables parce que sous prétexte de la culture. Elles fondent les quotidiens et permettent la transition pacifique dans certains contentieux conjugaux, comme je le disais tout à l'heure. Elles épargnent la société d'un grand malheur car elles apaisent la colère des esprits. Ontologiquement enseigné dans cette tradition, l'Africain semble être loin d'abandonner ce qu'il considère comme faisant partie de lui en dépit de toute évolution des mentalités. C'est pour cette raison plutôt que la réception africaine de la théorie du genre se heurte à des obstacles d'ordre traditionnel qui empêchent radicalement sa réalisation effective. Cette résistance suscite plusieurs interrogations dans les chefs des chercheurs qui tentent tant bien que mal de percer les mystères. Cependant, étudier du point de vue philosophique un phénomène qui, de première vue, relèverait de la compétence de quelques sciences humaines et sociales telles que l'anthropologie, la sociologie ou l'ethnologie, semble une entreprise risquée. Néanmoins, nous savons que la philosophie a une spécificité unique qui fait toute sa différence avec d'autres sciences humaines, sa prétention d'étudier les réels dans toute sa totalité. Elle opérationnalise sa démarche en suivant les principes selon lesquels rien ne lui échappe et rien ne lui est invisible. Ceci étant la particularité de la philosophie et qu'elle interroge l'ensemble de la problématique et dans une approche critique, elle se livre inlassablement dans la recherche des causes premières des choses selon les principes d'Aristote. Si chacune de ces sciences évoquées peut bien aborder la problématique en examen sous un angle particulier, la philosophie, elle procède à la fois à la critique des traditions africaines sur les corps féminins et la critique des idéologies du genre. Les deux critiques ainsi posées permettent à la philosophie de proposer une véritable synthèse en vue de ne pas décimer d'une part l'existence d'une tradition, scandaleuse soit-elle, et d'autre part de ne pas diaboliser au bénéfice d'une idéologie étrangère, mais qui par ailleurs s'avère légèrement utile en ce qui concerne le respect et l'intégrité du corps de la femme. Cette symbiose sans prétention aucune, celle de la philosophie semble être à même de l'opérer. D'abord, ici, de rappeler que le mouvement féministe est indubitablement d'inspiration philosophique, à en croire son évolution historique. Il est l'émanation de la phénoménologie existentielle de Jean-Paul Sartre et de Merleau-Ponty, puis de la phénoménologie politique de Simone de Beauvoir et de Hannah Arendt. Rien d'étonnant si notre méthode se réclame phénoménologique. La phénoménologie permet d'approfondir un phénomène en tant qu'élément du monde vécu. Ce monde est aussi celui d'interaction et de confrontation permanente entre les peuples, les cultures, les races et les traditions. La phénoménologie permet également la synthèse de toutes ces différences au sein du monde vécu
et propose en même temps 2 voies de dialogue en suivant les perspectives de la chaire de Machère de Merleau-Ponty ou du monde de l'Ansois et du Bourgeois des Arts. Ensuite, les courants de la phénoménologie politique montrant les difficultés de la phénoménologie à décrire et à comprendre l'être au monde politique de notre existence s'emploient à analyser la condition humaine de l'homme depuis son agir et non depuis son essence ou sa subjectivité. De là ressort les conflits entre l'appartenance au monde et la pluralité agissante, condition d'une compréhension du vivre ensemble politique des êtres humains et du sens politique de l'institution d'un monde commun. D'aucuns ignorent que la question du genre a un retentissement politique depuis son début. L'Afrique est aussi le terreau du genre politique, d'autant plus que la problématique de la marginalisation de la femme se répercute dans l'arène politique. De ce fait, la phénoménologie politique réfléchit sur les conditions d'institutionnalisation d'un monde commun basé sur le respect et la dignité. Ceci étant, notre dissertation avait gravité ou a gravité autour de 2 grandes parties. La première partie intitulée « Approche historique de la révolution féministe » abordant la question du genre et de ses dérivés, s'est penchée sur l'effort de compréhension de son évolution historique. La nécessité de recourir préalablement à l'histoire de la révolution féministe dans le cadre d'une étude comme la nôtre s'impose. En effet, il importe de comprendre le contexte dans lequel les questions relatives au genre se sont développées et comment elles se sont mises en une idéologie mondiale. L'histoire de la révolution féministe comprend 2 pôles épistémologiques importants. D'abord, les genres dits scientifiques ou les gender studies. Ensuite, les genres historiques ou les gender stories. De l'avis de Marine Touré, la notion du genre scientifique comprend toutes les études dans le cadre des sciences anthropologico-sociales qui entourent la problématique du féminisme et du genre. D'autres points de vue, les genres scientifiques recèlent les publications des féministes qui, en produisant les fondements de la légitimité d'une problématique spécifique et l'analyse des rapports sociaux des sexes, ont favorisé l'émergence et la reconnaissance de la nouvelle région épistémologique fédératrice des théories et des pratiques qui constituent la recherche du genre. La deuxième partie intitulée « Genre, culture africaine et perspectives de développement » a misé sur l'hétérogénéité culturelle en Afrique en général et en Afrique subsaharienne en particulier comme obstacle majeur pour l'évolution de la philosophie du genre et pour certaines questions liées au développement engagé par la femme. La vision anthropologique et ethnologique en Afrique noire est ontologiquement centrée sur la vie et la force. La force est le propre de l'homme qui la crée, la conserve et la transmet par la suite grâce à la progéniture. La femme, en revanche, est un être fragile qui doit être sous la protection de l'homme. Les initiatives de développement ne peuvent pas partir d'elle. Cette conception a une double conséquence. D'abord, elle se présente comme une négation de l'autonomie et de la liberté de la femme basée sur les considérations culturelles. Ensuite, elle empêche toute possibilité d'une philosophie émancipatrice qui serait en réalité contre nature et contre-productive. Les barrières culturelles paraissent aujourd'hui comme étant des éléments centraux du statu quo qui s'opposent farouchement contre toute idée de progrès et de changement de paradigme. Plusieurs pratiques telles que l'excision, les rites de purification, les mariages forcés, les repassages des seins, etc., se justifient encore en Afrique et se maintiennent au nom du conservatisme culturel.
Dans cette deuxième partie de notre étude, nous avons abordé cette problématique partant de quelques exemples tirés de certaines tribus d'Afrique afin de ressortir les idées marginalisantes de la femme et du genre. Nous avons ensuite procédé à déconstruire systématiquement des idées pour placer la femme africaine traditionnelle au centre du développement communautaire dont l'Afrique, tant périphérique que moderne, a grandement besoin grâce à l'appropriation responsable des genres. Rappelons que le travail que nous avons l'immense honneur de vous présenter aujourd'hui a l'originalité d'aborder sous un angle essentiellement philosophique un thème qui a été pendant longtemps l'apanage des autres sciences humaines. L'intérêt de notre étude porte non seulement sur la démonstration de la philosophie comme science ayant la capacité d'interroger les choses dont elle n'aurait pas beaucoup de crédibilité en première vue, mais aussi à valoriser les corps de la femme africaine longtemps objectivés par des pratiques traditionnelles qui sont appelées à se réquestionner et à intégrer le monde d'aujourd'hui avec plus de responsabilité et d'humanité. Ainsi, loin de nous la prétention d'aborder la problématique dans sa globalité ou dans sa complexité, nous restons ouverts à des perspectives qui seront continuellement proposées lors des divers échanges qui ont suivi notre soutenance et qui se suivront à présent lors de l'exercice qui sera bientôt ouvert. Nous sommes très reconnaissantes pour tous vos soutiens divers, mais aussi pour vos contributions à nos recherches. À présent, je suis entièrement à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup à la professeure Cervero, bien qu'elle nous a arraché 3 petites minutes. Bon, c'est pas grave. Je ferai une petite recension de ce qu'elle a dit en quelques secondes, si vous me le permettez. Les corps, et c'est à quoi nous occupons le monde et les temps. La professeure Cervero est partie du constat selon lequel la philosophie, dans les temps, s'est évertuée à s'occuper de la question de l'être, de l'existence, laissant de côté la question du corps sexuel. Aussi, les traditions africaines recèlent des pratiques réifiantes en ce qui concerne son regard ou leur regard vis-à-vis de la femme. Et la question qu'elle se pose, que faire face à cette triste réalité? Elle propose en effet une approche qui s'avère déconstructive ou constructive, partant de la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty et de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Répartie en 2 parties essentielles, dont la première, intitulée « Approche historique de l'évolution féministe », qui a consisté à cerner le contexte d'émergence de la problématique du genre en Afrique. La seconde partie, genre, culture africaine et perspectives du développement, a présenté la vision ontologique et culturelle de l'être femme en Afrique. Et elle fustige les conservatismes qui s'observent dans les traditions et cultures africaines. Enfin, elle propose une approche qui est celle de l'intégration du genre des types occidentales dans notre tradition, mais tout en gardant les valeurs qu'elle estime être positives en ce qui concerne le regard africain vis-à-vis de la femme. Donc voilà, en quelques mots, la petite recension que j'ai pu dégager de ce qui a été présenté par la sœur. À présent, nous allons passer à la série de questions. Nous allons prendre une première série de 4 questions. La sœur va répondre et nous verrons si nous aurons un tout petit peu de temps. On va ajouter une autre série. Alors, quand vous prenez la parole, s'il vous plaît, posez votre question de manière claire
précise et concise, sans des élucubrations spéculatives inutiles. Donc allez droit pour lui poser clairement, lucidement votre question. Voilà, vous avez la parole, nous allons commencer par ici et ferons le tour. Vous avez la parole. J'ai suivi avec attention l'exposé de la sœur. Bon, moi, je voudrais faire l'avocat du diable. Il y a Schopenhauer qui a dit que l'existence, c'est une erreur. Exister, c'est une erreur. Alors, pour se libérer de cette souffrance-là, il préconise trois voies. Donc, la première voie, c'est la contemplation artistique. Deuxième voie, la chasteté. Et puis, troisième voie, les suicides. Ma question, c'est à propos du corps qui est... enfin, ça dit que la souffrance est liée au corps. Est-ce que vous pensez que exister, ce n'est pas une erreur? Parce qu'il y a la souffrance, il y a le corps. Est-ce que selon vos études, le corps n'est pas quelque chose à bannir? Est-ce que c'est à venir ou quoi? Merci beaucoup, professeur. On prend une autre question ici, s'il y en a. Voilà. Oui, Père, vous avez la parole. Merci. J'ai bien suivi la synthèse faite par l'assistant. Ma sœur, par rapport à votre question, disons à votre sujet, à votre thèse, vous prenez l'intégration de la conception du genre occidental dans nos cultures, j'ai bien compris. Et voilà, tout en gardant nos valeurs. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que cela n'est pas un danger? Tenant compte de la nouvelle identité sexuelle, je fais allusion au mouvement LGBTQ+. Aujourd'hui, il est difficile de reconnaître qui est homme, qui est femme. Ailleurs, quand vous adressez à un homme, avant de lui adresser la parole, vous devez d'abord lui poser la question de savoir que je vous appelle une femme ou bien un homme. Cette question pose problème. Alors, si nous devons intégrer cette conception du genre dans notre culture africaine, cela n'est pas un don, ne constitue pas un danger ou bien un mélange que nous ne serons pas contrôlés. Merci. Merci beaucoup, révérend Père. Ici, une question. Madame là, des questions, s'il vous plaît. Au fond, il y a une question. Ah, donc ça a été très lucide. Voilà. Comme il n'y a pas de questions pour le moment, nous accordons la parole à la sœur pour répondre aux préoccupations qui ont été soulevées. Merci. Merci beaucoup. Dans la question de Bouddha, une question un petit peu provocatrice, mais fondamentale, je crois. Les corps, est-ce exister, est-ce une souffrance? Les corps, c'est à bannir ou à bénir? Je crois que je l'ai dit en l'introduction, les corps, c'est par quoi nous occupons les temps et l'espace. Je ne suis pas théologienne, mais si j'emprunte les paroles de la Bible, je crois que quand Dieu créa tout, il les créa bien. Je ne crois pas qu'il créa les corps pour être une souffrance. Est-ce que les corps, c'est à bannir ou à bénir? Je crois qu'on ne doit pas bannir les corps, parce qu'au fait, c'est ce qui fait notre existence. C'est cette masse qui soutient, entre guillemets, nous disons, l'âme. Mais la vie, l'existence en soi, est cette mélange des souffrances, mais aussi des joies, des entreprises. Ce n'est pas seulement souffrir l'existence.
souffrance. Je crois qu'il y a des moments où on est heureux. Maintenant, par là, je ne sais pas d'elle, nous sommes, en tout cas, moi, je suis contente. Je sais qu'il y a des personnes qui sont malheureuses, mais au moins, je crois que la souffrance liée au corps de la femme, ce n'est pas une souffrance qui doit être innée comme la souffrance lors de la création. Dieu ne l'a pas fait. Mais la souffrance liée au corps de la femme, c'est une souffrance imposée par l'homme. Quand je parle de la chair de ma chère de Merleau-Ponty parle de la vérité, c'est que vous êtes ou c'est que je suis l'autre l'est. Et alors, quand je dois préconiser, protéger mon corps, la soigner, les soigner, pardon, les protéger, je dois protéger et soigner le corps de l'autre qui est en face de moi. Et c'est la relation entre l'homme et la femme. Le monde, l'existence est constituée de ces deux genres, entre guillemets. Mais malheureusement, on se rend compte, c'est vrai que dans le monde avant, dans le monde entier, cette discrimination avait été toujours comme pertinent, visible. Mais au fur et à mesure, les gens évoluent et changent. On se rend compte qu'en Afrique, on est encore très conservateur. Et sous prétexte de garder la culture, on impose certaines pratiques au corps et surtout de la femme, pas dans son propre corps. Il y a beaucoup de pratiques liées au corps de la femme, au corps de l'homme. Je me demande s'il y a des corps. Alors, s'il y a des corps, peut-être qu'on peut bannir. Mais si les corps est les mêmes chez l'homme et chez la femme, et si la douleur, la souffrance est les mêmes chez l'homme et chez la femme, je crois qu'à un moment donné, on doit extrapoler, on doit sortir, on doit évoluer et on doit purifier, comme je disais. Il y a des questions que nous devons re-questionner ici. Il y a des pratiques que nous devons remettre en question parce que réellement, irrationnellement, ça n'a aucun sens. Et ça n'a pas de raison d'être. Mais malheureusement, sous prétexte de la culture, on croit à préconiser, sauvegarder. Et dans ce sens-là, on peut revenir avec peut-être que si la pratique est celle-là, on peut bannir les corps. Alors chez la femme, peut-être parce que moi, comme femme, je n'accepterai pas continuer à souffrir. Mais pendant qu'on croit que les corps est fait de masse essentielle qui porte l'âme et l'esprit, je crois qu'on ne va pas la bannir, les bannir plutôt que les bénir. Et les bénir veut dire prendre soin du corps, protéger, embellir même. Et c'est vrai que nous aimons embellir les corps extérieurs, mais les corps intérieurs, peut-être non. Donc, pour moi, je crois que les corps n'est pas à bannir. Mais par contre, ce sont les mentalités à purifier, et surtout en Afrique. Donc, tout à l'heure, je disais les pratiques telles que l'excision, les rites de purification, les repassages des sangs, les mariages forcés. En ces jours-là, au XXIe siècle, par corps et corps, est-ce que ça a raison d'être? Et quand nous avons fait nos recherches, nous n'avons pas que fait la philosophie théorique ou spéculative. Nous avons fait aussi la philosophie pratique. Nous sommes allés jusqu'à rencontrer Mukwege, entrer un peu dans ce monde de violence faites à la femme. Et on se rend compte que réellement, il y a des pratiques qui n'ont ni tête ni queue, mais qui sont imposées à nuire les corps de la femme. Et on les défend sous prétexte de la culture. Aujourd'hui, nous avons essayé de dialoguer avec certaines matrones. À quoi servirait le dépassage des sangs? À quoi servirait l'excision? Aujourd'hui, ça paraît encore. Il y a une des femmes qui m'a dit, l'excision c'était pour préserver la fidélité de la femme au foyer. Qui a dit que pour que la femme soit fidèle au foyer, il faut l'exciser? Et qui a dit que l'excision, l'ablation du clitoris serait une voie de libérer l'infidélité? Est-ce que l'infidélité n'est pratiquée par la femme? Ou il y a aussi les hommes? Et peut-être que c'est un grand pourcentage chez les hommes. Ah voilà. Et là, je provoque un peu, non? Mais au moins, quand on se rend compte, je crois que certains parmi nous ont fait la biologie, moi-même j'ai été fait, quand on se rend compte, on voit l'éducation sexuelle,
il n'y a pas que les clitoris qui est l'organe de l'excitation de la femme, même si que ce soit l'organe le plus fort pour exciter une femme. Mais il y a d'autres points d'excitation. Et alors, exciter une femme ne veut pas dire enlever toutes les potentialités affectives qu'elle a. Si la femme veut être fidèle, elle le sera avec clitoris ou sans clitoris. Et si l'homme veut être fidèle, il le sera aussi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on couperait chez vous. Donc, c'est un exemple tellement que j'ai pris, mais voilà. Donc, j'ai répondu à votre question. Je crois que le corps n'est pas travaillé. Quant à la question du faire d'accord, ça, on s'appelle comme ça, intégrer les gens n'est pas un danger. Avant de répondre à ma question, à votre question, je reviens aussi à mon texte. J'ai dit tout à l'heure qu'en abordant ces deux critiques, parce que je suis en train de faire la déconstruction, mais en même temps la construction de la théorie du genre en Afrique, il n'y a pas que déconstruire qui est mauvais ou qui est bon, ou construire qui serait mauvais. D'abord, je voudrais vous dire ici qu'il y a deux types de gens dans les féminismes. Il y a les féminismes extrémistes, dans les genres extrémistes. Ce sont ceux qui vont jusqu'à dire moi, je ne suis pas femme, je suis homme, et j'entreprends maintenant toutes les démarches possibles des opérations pour changer les sexes et tout. Ce sont les extrémistes. Mais par contre, nous avons les genres modérés. Ce sont tous ces genres qui prônent pour le développement de la femme, l'intégration de la dignité, la valorisation, l'égalité, tous ces gens. Alors, c'est de ce côté que nous nous penchons, du côté déjà modéré, je l'ai bien dit, je ne vais pas copier ici tout ce qui est du genre occidental, mais non plus, je ne vais pas appuyer tout ce qui est tradition et culture, tout ce qui est élément de tradition et culture. Tout à l'heure, je parlais déjà de tout ce qui se passe chez nous. J'ai été dans les centres d'initiation où on excise les filles. Et quand vous voyez maintenant, par là, je serre les visages, parce que c'est révoltant, c'est énervant. On doit passer les jeunes filles, adolescentes de 11, 12 ans, une petite fille qui se forme, du point de vue biologique, le corps se forme. La fille vit déjà des troubles parce qu'elle ne comprend pas, pardon, ce qui lui arrive. Et alors, elle doit faire face à une vieille femme qui fait peur, parce que dans les centres d'initiation, les matrones ne sont pas habillées comme moi. Elles mettent des choses traditionnelles, évidemment, et des, comment on appelle ça, des masques, et pour faire peur à la petite qui doit obéir à passer à l'acte. Et l'excision s'est faite avec une lame gilette, sans anesthésie, sans possibilité d'être stérilisée. Cette même lame de rasoir coupe chez Jean-Baptiste, chez Bouddha, chez Lowell. Ce sont des exemples, je ne vais pas dire. Mais au moins, ça se passe en conditions hygiéniques. Ça se passe sans imaginer. Et alors, quand je vois les gens modérés du côté occidental, cette révolution, ces pratiques qui n'existent plus, j'ai chacun intégré les éléments de ces genres-là. Mais je ne copie pas les genres extrémistes jusqu'à nier mon identité des femmes pour devenir comme des prophètes. Bon, je parle quand je suis chrétien. Dieu a mes clients femmes n'étaient pas idiots. Au contraire, c'est une richesse, c'est une joie, une fierté. Et les traditions africaines, je suis fière de ma culture
parce que l'Afrique continue encore à maintenir surtout les valeurs de la famille. Et la famille est sacrée. La famille est encore valorisée. Quand on va du côté de nos amis, on dirait que ça bascule. On commence même à négocier si la famille existe, si ça n'existe pas. Et de ces gens, on va dans ce côté. Merci ma soeur, je crois que ça commence à venir, mais vous avez pris énormément de temps, là, on n'en a plus assez. Alors, écoutez s'il vous plaît, je prendrai deux questions, pas plus. Je commence par les délégués, messieurs les délégués, vous avez la parole. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y, posez rapidement votre question. Merci pour m'avoir accordé la parole. Je reviens sur les deux réponses données par ma soeur. Ma soeur, lorsque vous avez répondu au secrétaire général académique... S'il vous plaît, je vous interromps. Les deux questions ont été posées et les réponses ont été données. Posez votre question. Allez-y, rapidement. Vous insistez sur la souffrance de la femme. Et lorsque vous parlez de la souffrance de la femme, vous l'attribuez aux exemples que vous avez donnés, par exemple l'excision, les mariages forcés. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est votre hypothèse selon laquelle ces pratiques-là, vous l'attribuez à la culture africaine. Pour moi, je dis que c'est faux et archi-faux. Parce que lorsqu'on parle de on doit se référer à ce qui est général. Ces pratiques, je ne pense pas que c'est général. Et lorsque vous parlez même dans certaines ethnies, vous n'allez pas trouver, même dans certains clans, vous n'allez pas trouver ces pratiques-là. Ça dépend d'une famille à une autre. Alors, comment est-ce que vous allez attribuer ça à la culture et à la tradition africaine? Deuxièmement, lorsque vous abordez cette question, vous préconisez qu'on puisse prendre ce qui est bon, soit surpasser notre conception du genre pour avoir à nous approprier de la conception occidentale du genre. Mais lorsque vous parlez de ces deux conceptions, les modérés et les extrémistes, nulle part vous avez critiqué le côté négatif et le côté positif que nous devons copier. Vous parlez seulement de manière générale. Votre question. D'accord, merci. On prend ici et la sœur va répondre. Allez-y. Ici. Allez-y. S'il vous plaît. Et plutôt la question de l'ami. Allez-y. Je commence par remercier la sœur pour sa plume philosophique pertinente. La question est la suivante. Vous avez plus, durant votre travail, souligné les pratiques déshonorantes posées à l'endroit de la femme. Mais vous avez mis de côté le fait que les femmes, particulièrement pour la ville-province de Kinshasa, se servent de leur sexe pour des pratiques mercantiles. Quelle est votre position face à ça? Merci beaucoup. Nous demanderons à la sœur de répondre aussi rapidement. Merci beaucoup. Je commence par répondre à mon ami, celui des délégués. Messieurs les délégués, je rentre en arrière. Et j'affirme encore que toutes ces pratiques, je les lis à la culture africaine. Parce que, après nos recherches, c'est vrai que nous avons vu que dans la culture africaine, que c'est machin, ces pratiques. Je parle de la purification. J'ai été dans quelques pays africains. Dans l'ancien temps, aujourd'hui, nous pratiquons l'éducation moderne. Aujourd'hui, nous venons à l'école, on nous enseigne, et c'est vrai que l'éducation moderne est venue de l'Occident aussi. Dans l'ancien temps, dans toute l'Afrique, il y avait l'éducation traditionnelle. Et l'éducation traditionnelle se faisait de deux manières. C'est
ce qu'on appelait l'éducation spécifique, c'était l'éducation quand on prenait les jeunes, on les amenait dans les camps d'initiation, et puis il y avait l'éducation plurielle qui se faisait en général autour de feu. Tu ne vas pas me dire le contraire, peut-être que tu maîtrises bien l'Afrique plus que moi. Autour de feu, on trouvait les papas et les mamans ou les grands-pères qui nous racontaient les histoires. Ces histoires constituaient à nous éduquer, à nous élever, à faire de nous des personnes dans la vie parce qu'il n'y avait pas l'école. Et cette pratique doucement s'éteint. En tout cas, ici à Kinshasa, je crois que je ne le vois plus, c'est rare. Et aussi, peut-être ailleurs où je suis passée, au Mozambique, j'ai vu que aussi c'est maintenant rare, où vous trouvez le papa ou maman ou les grands-parents autour d'un feu en train de raconter, c'est la télé qui occupe la place. Alors, l'éducation spécifique dont j'ai parlé, les parents, en dehors de nous raconter, par exemple, il y avait un garçon qui avait volé, qu'on avait coupé les mains, c'était pour nous faire peur, pour que nous ne puissions pas voler. On nous apprenait la morale. Mais on amenait les gens à l'éducation spécifique à la forêt, où on devait leur apprendre à devenir hommes ou femmes. Et là, on leur apprenait peut-être à construire, comment prendre soin d'une femme, à une femme comment prendre soin de son mari, de son foyer, de ses enfants. Et ces pratiques, cette cérémonie et cette éducation s'est terminée par les couronnements de ces pratiques, soit l'excision évidemment chez les femmes et la circoncision chez les garçons. Et au fur et à mesure, on disait que la circoncision, c'était pour préserver l'homme de la stérilité, parce que s'il garde les prépuces, il ne va pas féconder une femme ou donner la grossesse à une femme. Et à la femme, on devait couper les clitoris parce qu'il devait être mère et fidèle à la maison. Mais à la fin de compte, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec l'éducation moderne, avec la biologie, la médecine, les prépuces ne justifient pas la stérilité. Un homme circoncis ou pas circoncis, et s'il n'est pas stérile, il peut féconder une femme. Et on se rend compte qu'une femme, soit avec clitoris ou sans clitoris, s'il veut aller avec un autre homme, parce qu'au fait, la question de l'infidélité n'est pas liée d'abord aux parties du corps, c'est lié à toute une vie. Pour qu'une femme ou un homme soit infidèle, il doit y avoir autant de précautions qui se sont passées. Alors, cette pratique ne se fait qu'en Afrique. Ailleurs, quand il allait dans des camps d'initiation, il ne faisait pas cette pratique-là. Et alors, me dire que les lier parce que certaines familles ne les pratiquent pas, parce que c'est révolu dès l'âge de la naissance, peut-être que tu n'as pas vécu d'autres choses. Dans ces pays-là, ça se faisait aussi. C'est avec Mobutu que ça a été coupé, même mis en garde, parce que qui devait les pratiquer depuis 72 ou 74, vous devez faire la prison. Et aujourd'hui, avec autant de sensibilisation, il y a des familles qui ne les pratiquent pas. Mais l'excision ne se passe pas dans d'autres cultures. En Afrique, oui. Alors, quant à la question des Bouddhas, pour dire que j'ai résumé la souffrance seulement à quelques exemples, moi je ne parle pas de toute la souffrance de la femme dans ma tête. Je parle de certaines pratiques qui objectivisent les corps de la femme. Et ces pratiques ne sont que pratiquées de purification. L'excision, on peut dire que ça se passe dans la forêt, peut-être au coin ou dans une chambre. Mais les rites de purification. Vous avez un conseil? Je sais, mais je crois que c'est important, laisse-moi les dire. Une femme sexe comme marchandise entre guillemets, ils les font avec qui? Elles les font avec qui? Avec les hommes. Attendez, bien sûr, il y a des femmes, une fois j'ai animé la session chez les filles, ça c'est frère, 2 minutes, oui, autour de la sexualité et de l'affectivité. Et il y a des femmes avec qui on a dialogué, qui m'avouent qu'ils se marient avec des personnes qu'elles n'ont pas aimées.
Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas dire, moi, je ne peux pas dire à Baptiste, je t'aime et je vais vivre avec toi. Je serai mais au moins, je dois attendre que lui me le dise. Je vous réponds un peu vulgairement. Parce qu'on voit selon la culture et la tradition que vous devez venir vers nous et nous ne pouvons pas venir vers vous. C'est faux. Mais en même temps, je voudrais vous dire ici, même si les filles à Kinshasa font ça, peut-être par raison des souffrances, peut-être par raison même des révoltes. Ne croyez pas que les femmes vont derrière vous seulement parce qu'ils cherchent l'argent. Des fois, ce sont des révoltes et des fois, c'est la vengeance. C'est que vous ne savez pas. S'il vous plaît, en vertu du pouvoir qui m'est conféré, j'arrache la parole à Nelson. Alors, nous disons un grand merci à la professeure Sœur Véronique pour sa brillante conférence qui a été d'une clarté et d'une lucidité extraordinaire. Nous pouvons manifester notre joie à la professeure. Voilà, merci. Auguste Assemblée, nous arrivons au terme de la seconde partie de notre fête patronale. Alors, avant de nous séparer, évidemment, il y a quelques communiqués relatifs au 6e point. Nous demandons, comme on dit à tout seigneur, tout honneur, au révérend père, aux révérentes sœurs supérieures ici présentes, aux différents professeurs, aux invités, aux révérends pères et révérentes sœurs supérieures des maisons de formation. Après ici, ils vont se retrouver dans l'auditoire de L1 Théologie, où un accueil chaleureux et respectueux leur est réservé. Et nous autres, comme directeurs, chers amis de la capitale, nous allons prendre des dispositions en nous référant à nos CP. Voilà. Nous serons dans la cour, nous allons fêter, danser à l'honneur de notre saint patron, Saint Augustin. Alors, j'invite le révérend père académique, il va nous dire une prière qui va bénir aussi le temps que nous allons faire. Fais en sorte que nous puissions protéger ce corps.